Salut tout le monde! Comme on l'a vu précédemment, après une trentaine d'années de réflexion, Tolkien semble être tout près d'arriver à une organisation chronologique qui lui convient. C'était sans compter une crise de la fin de soixantaine qui le poussa à revoir les bases entraînant des conséquences majeures sur la chronologie de certains événements fondateurs. Générique. À la toute fin des années 50, Tolkien produit une série de petits textes que son fils a rassemblés dans une partie appelée les mythes transformés. Certains montrent que Tolkien père cherchait à assortir ses récits avec des conceptions astronomiques plus réalistes, ce qui aurait eu des conséquences notables sur le déroulé de l'histoire des premiers temps d'Arda. Comme l'écrit Christopher dans leur présentation, dans ses écrits, on peut lire la marque d'un débat intérieur prolongé. Ces écrits doivent être lus avec un ressenti de tension intellectuelle et imaginative face à un tel démantèlement et une telle reconstitution supposée être une nécessité inéluctable, mais jamais atteinte. Tolkien avait déjà montré un désir de remaniement 10 ans plus tôt, mais on en parlera une autre fois. Dans le deuxième texte des mythes transformés, Tolkien s'intéresse donc à la genèse du soleil et de la lune. Il y écrit qu'elle doit avoir lieu longtemps avant la venue des elfes et ne peut pas survenir après la mort des deux arbres. Le temps accordé est trop court. Il ne pourrait pas y avoir de bois ou de fleurs sur Terre s'il n'y avait pas eu de lumière depuis le renversement des lampes. Mais comment, néanmoins, les Eldar peuvent-ils être appelés le peuple des étoiles? Malgré cette objection légitime, il creuse l'idée et reprend l'histoire de son monde sans donner de date précise. Les Valar entrent en Ea, et tout en évitant Melkor, ils choisissent de s'établir en Arda, qui désigne plutôt désormais le système solaire du fait de l'âge équivalent du soleil et du monde habitable. Melkor arrive donc plus tard, pour commencer son travail de sape, gâchant le façonnement du monde. S'en prenant également au soleil, il attaque l'équilibre subtil qui fait que le monde n'est ni trop chaud ni trop froid et génère ainsi les saisons. L'intervention de Tulkas permet de chasser Melkor sans qu'il soit précisé si Tulkas arrive de l'extérieur d'Arda ou non, car dans cette version, Tolkien suggère que Tulkas soit le Vala du soleil, indiquant cependant plus loin qu'il préférerait une essence féminine puisque le soleil est féminin. Il ne semble plus être question des lampes, et Tolkien émet l'idée que Varda pourrait créer des nouvelles étoiles après cette première victoire. Pour autant, Melkor revient en secret à la faveur de la nuit et de l'hiver et fonde Utumno, mais sa présence corruptrice se fait sentir et les Valar décident d'illuminer les ténèbres nocturnes d'un nouveau luminaire à partir d'un morceau de la terre ou du soleil, Tolkien avait l'air indécis, pour avoir une lumière de substitution pour atténuer la nuit, ainsi qu'un vaisseau de garde qui tourne autour du monde. La lune est donc créée, elle aussi, bien avant l'éveil des elfes. Melkor rassemble alors des forces pour assaillir la lune et parvient à chasser Tilion, son pilote. Fort de son succès, il recommence à pervertir les travaux des Valar. Ces derniers cherchent de nouveau à débusquer Melkor, mais Utumno lui offre un refuge imprenable. Et elles s'établissent alors en Valinor, et les deux arbres naissent pour soigner les plaies du monde, comme en atteste Tolkien. Maintenant, l'un des buts des arbres, comme plus tard celui des Silmarils, était le soin des blessures de Melkor. Ouais, ça le fait! Mais la présence d'un soleil dès le début de l'histoire du monde n'est pas cantonnée à cet unique texte. Il y est également mentionné dans le texte Quendi et Eldar, comme on le verra plus loin, et dans la deuxième partie du chapitre 2 du Silmarillion, qui est issu d'un texte datant de cette même période, où l'on trouve la conversation entre Yavanna et Manwë, suite à la création des nains par Aolé, et où Yavanna se souvient des moments de création. Et dans le texte original, on peut lire « Pendant que tu étais dans le ciel et avec Ulmo à façonner les nuages et déverser les pluies, je soulevais les branches des grands arbres pour les recevoir, et certains chantaient pour Ilúvatar parmi le vent, la pluie et le soleil brillant. » On a là un soleil présent au début de l'histoire d'Arda, même si ce fait a été enlevé par Christopher dans le Silmarillion publié. Tous les Valar prévoyant la prochaine venue des enfants d'Eru, Melkor désire les dominer à la fois par la peur et l'obscurité et les réduire en esclavage. Il assombrit le monde, coupant toute vision du ciel aussi loin qu'il le peut par de grands nuages très denses au nord et atteignant jusqu'au centre du monde. La lune et les étoiles sont invisibles. Le jour est juste un faible crépuscule au mieux. Manwë affronte cette sombre influence par ses vents, en vain dans un premier temps, mais une nuit, il finit par balayer le voile, peu après l'éveil des elfes, si bien qu'après avoir été baigné de pénombre, la première chose que les elfes voient, ce sont les étoiles. Mais Melkor soulève une obscurité de l'est, et les étoiles disparaissent vers l'ouest, d'où leur idée, depuis le début de leur histoire, que l'on trouve lumière et beauté à l'ouest. Avec ces éléments, Tolkien trouve réponse à son questionnement initial. Les elfes ont une raison d'aimer les étoiles par-dessus tout.
et la mention de jour et de nuit laisse paraître en filigrane une alternance de luminosité sur le monde que ni les lampes ni les arbres n'apportaient, contrairement au soleil. La rédaction de Gwendi et Eldar, sans doute légèrement postérieure à celle des mythes transformés, s'inscrit dans un contexte où le soleil est présent avant l'éveil des elfes. Parlant du départ de certains elfes de Cuivienen, Tolkien écrit « Avant la séparation définitive, Moricwendi pouvait faire référence à l'obscurité et aux nuages amenuisant le soleil et les étoiles durant la guerre des Valar et de Melkor. » Cependant, l'appendice qui lui est adossé, qui semble également daté de cette même année, ne parle nullement de la période de ténèbres censée avoir enveloppé leur temps d'éveil avant que Manwë ne les repousse une nuit, dévoilant ainsi un firmament piqueté d'étoiles. Parlant des 3 elfes éveillés en premier, l'appendice dit « La première chose qu'ils virent étaient les étoiles, car ils s'éveillèrent dans la pénombre d'avant l'aube. » Et il en va de même pour les autres elfes ensuite. À chaque fois qu'ils s'éveillent, c'est la nuit, ce qui explique leur amour des étoiles, sans besoin d'avoir recours aux malversations ténébreuses de Melkor. Mais ce texte, écrit en vérité par son style et ses notions simples pour être la survivance d'un conte de fées elfique ou d'un conte pour enfants, mêlé avec une tradition de contage, ne semble donc pas avoir vocation à établir une nouvelle conception des événements de cette période. Néanmoins, la présence du soleil dans ce conte est explicite quelques paragraphes plus loin. Les Gwendi aimèrent tout ce qu'ils avaient vu en Arda jusqu'alors, et les choses vertes qui croissaient et le soleil d'été leur procuraient grande joie. Suite à l'éveil des elfes, viennent alors le temps de la venue d'Oromé, la captivité de Melkor qui permet de la dispersion de ces nuages, même s'il en sort toujours d'Utumno et que l'est, loin du souffle de Manwë, reste le plus sombre, et la marche des elfes. Et c'est là qu'apparaît une question plus épineuse. Toujours à la même période, Tolkien développe le récit des premiers temps des hommes expliquant les circonstances de leur rejet d'Eru, de leur soumission à Melkor et de la rébellion de certains d'entre eux contre le Seigneur Sombre. Et dans les mythes transformés, Tolkien poursuit sa liste d'événements en indiquant l'éveil des hommes, bien avant le retour de Melkor en Terre du Milieu, tout en expliquant que la venue des hommes sera donc beaucoup plus précoce. Ce sera mieux, car à peine 400 ans sont insuffisants pour produire la variété et l'émancipation, par exemple, des Edain. Vient alors cette interrogation lourde de conséquences. Les hommes doivent-ils s'éveiller alors que Melkor est toujours en Terre du Milieu, à cause de leur chute, donc dans une période durant la Grande Marche? Avec cette toute dernière remarque, il me semble que Tolkien introduit tacitement un nouvel enchaînement d'événements, car je ne vois qu'une seule façon pour que les hommes s'éveillent avant la captivité de Melkor, mais durant la grande marche des elfes. C'est que l'attaque des Valar sur Melkor ait lieu alors que le voyage des elfes a commencé. Mais peut-être que cette conception d'attaque des Valar durant la Grande Marche n'est pas si nouvelle. En effet, dans les toutes premières annales du Valinor, il est écrit qu'Oromé trouva les elfes et se lia d'amitié avec eux, et sous sa direction, la plupart marcha vers l'ouest et le nord jusqu'au rivage du Beleriand, invité par les dieux au Valinor. Mais d'abord, Morgoth, dans une grande guerre, fut entravé et rendu captif et emprisonné à Mandos. Cette formulation relativement expéditive laisse planer le doute sur le fait que la capture de Melkor ait lieu avant la Grande Marche ou avant l'arrivée des elfes en Valinor. Je n'ai cependant trouvé aucun autre texte qui appuie clairement sur le parallélisme de ces deux événements. Et en les comparant avec le récit de la corruption des hommes, il devient difficile de tout faire correspondre, car selon ce texte, Melkor lui-même serait devenu parmi les hommes à plusieurs reprises en ces premiers temps de leur histoire. Ces va-et-vient ne semblent guère compatibles avec l'assiègement d'Utumno par les Valar, et poussent à supposer que, si l'on veut donner plus de 4 siècles solaires aux hommes avant leur venue en Beleriand, tout en les faisant corrompre par Melkor peu après leur éveil, leur corruption doit arriver avant que les Valar ne donnent l'assaut. Or, selon les annales d'Aman, si les Vanyar et les Noldor mettent 28 ans valiens à atteindre le Valinor, il ne leur en faut que 10 pour arriver à l'Anduin. Et la bataille des dieux, un peu plus au nord, dure 9 années valiennes, le siège commençant au bout de 2 ans valiens. À moins de raccourcir la durée de cette bataille ou d'allonger le temps de trajet des elfes avant qu'ils n'arrivent à proximité du fracas de combat qui change la face du monde, il ne reste au mieux qu'une année valienne à Melkor pour venir corrompre en toute quiétude les hommes après leur éveil. 19 si l'on considère que les elfes ont été amenés non loin du conflit qui faisait rage. Je vous laisse juge de la pertinence de cette dernière hypothèse, mais admettons. Melkor aurait donc, dans cette configuration, entre 9 et 180 années solaires pour corrompre les hommes. Cela peut-il suffire ? Rappelons que les 400 ans mentionnés par Tolkien comprennent la production d'une variété d'hommes, la révolte et le voyage des Edain jusqu'en Beleriand en plus de la seule phase de corruption. On ne peut donc utiliser cette référence temporelle, dite insuffisante, comme point de comparaison. Je n'ai rien trouvé qui aille explicitement dans un sens ou dans l'autre.
Mais il faut savoir que, toujours à la toute fin des années 50, Tolkien clarifie drastiquement la notion du temps chez les Valar, leur donnant une science du temps d'Arda, leur permettant d'estimer ce que devait être la durée d'une année à leurs yeux. Il indique qu'un an valien équivaut à 144 années solaires au lieu de la petite dizaine dans les annales, et que peut-être par la volonté d'Eru, cette unité temporelle est en accord avec le développement des elfes qui arriveraient alors à maturité en 20 ans valiens, soit environ 3000 ans solaires. Sauf que cela contredit les éléments avancés peu de temps avant dans le Quenta Silmarillion tardif, où il est indiqué que les elfes arrivent à maturité physique vers 50 ans a priori solaires. Pour en revenir à cette nouvelle estimation, la perception de la durée d'un an valien pour les créatures immortelles que sont les elfes, les Valar et les Maiar correspond à la perception qu'un humain a d'une année solaire. Et pourquoi 144 ans solaires, vous demanderez-vous peut-être? Ce nombre est déjà présent dans l'appendice D du Seigneur des Anneaux, où il est dit que c'est la durée correspondant à une notion d'année pour les elfes, mais sans autre indication que leur préférence pour les calculs impliquant 6 et 12. Mais cette nouvelle correspondance temporelle ne peut s'appliquer sans certains changements de fond que le professeur n'a jamais mis en place. En effet, si les éléments chronologiques des annales datant d'avant la mort des arbres peuvent supporter d'être multipliés par 15 sans que cela n'affecte l'enchaînement des événements, ce n'est plus le cas après. L'exemple le plus criant est le déroulement de la vie de Maeglin, qui naît après le retour des Noldor en Terre du Milieu et qui dure, selon les annales grises, 190 ans solaires, soit moins de 2 ans valiens s'ils correspondent à 144 années solaires. Or, une dizaine d'années plus tard, alors qu'il travaille sur l'histoire de Maeglin, à aucun moment Tolkien ne semble prendre le souci en compte. Le texte le plus tardif mentionne même le fait que le père de Maeglin ne le nomma pas avant qu'il ait 12 ans. Je n'ai rien trouvé permettant de savoir si la non-considération de cette nouvelle correspondance temporelle est due à un rejet assumé, à un oubli du souci généré ou à toute autre possibilité. Et si vous avez des idées ou des pistes sur le sujet, les commentaires vous ouvrent les bras. Cela étant dit, l'époque de rédaction de cette nouvelle correspondance temporelle est contemporaine des écrits qui questionnent les moments d'émergence du Soleil, de la Lune et des hommes. Il semble donc important d'appréhender ces textes en l'ayant en tête et donc de considérer que, peut-être, au moment où Tolkien songe à éveiller les hommes avant la capture de Melkor pour résoudre son souci de durée trop courte, un an valien équivaut pour lui à 144 années solaires. Dernier élément au sujet de cette remarque. La possibilité d'une formulation erronée ou d'un coup de fatigue passager, même si l'argument est peu satisfaisant pour diverses raisons, n'est pas à exclure. En effet, la question originale comporte une confusion étonnante et peu familière de la part du professeur entre les termes Arda et Terre du Milieu, attestant peut-être d'un moment d'embrouillement général, d'autant que, dans ce même texte, Tolkien emploie désormais le terme Arda en le définissant, comme on l'a vu, comme une sorte de système solaire et non la planète en elle-même. Et par la suite, si on ne trouve pas trace dans ces textes ultérieurs d'un éveil entre le départ de la Grande Marche et la capture de Melkor, un éveil des hommes antérieur à cette capture est plusieurs fois mentionné. En effet, toujours à cette même période semble-t-il très prolifique en modifications, Tolkien se penche sur l'origine des orques et écrit « Ceux qui pensent que les orques ont été engendrés de quelque sorte d'hommes capturés et pervertis par Melkor affirment qu'il est impossible pour les elfes d'avoir eu connaissance des orques avant la séparation et le départ des Eldar, car si le temps de l'éveil des hommes n'est pas connu, même les calculs des érudits qui le placent le plus tôt ne lui attribuent pas une date très antérieure au début de la Grande Marche. Certainement pas assez longtemps avant pour permettre la corruption des hommes en orques. Notons qu'il est indiqué dans un autre texte de la période que ce qui pouvait ressembler à des orques avant la séparation des elfes n'en était pas forcément, car Melkor avait corrompu de nombreux esprits. Les moindres pouvaient avoir été des orques primitifs, et bien plus puissants et dangereux. Tolkien avance donc ici qu'il serait envisageable, selon les érudits, que l'éveil des hommes ait eu lieu avant le départ pour la Grande Marche, ce qui élargit les possibilités décrites dans le deuxième texte des mythes transformés, sans pour autant parler de la bataille des dieux et de son positionnement chronologique. Et cela pourrait bien plaider en faveur de la thèse d'une bataille durant la Grande Marche. En effet, selon les annales d'Aman, il s'écoule 55 ans valiens entre l'éveil des elfes et le départ de la Grande Marche, et la bataille commence 40 ans valiens après l'éveil des elfes. Dans ce contexte, pour que Melkor puisse corrompre les humains sans avoir à gérer l'attaque des Valar en même temps, le réveil aurait nécessairement lieu avant 1090, soit plus de 15 ans valiens avant leur séparation. C'est un ressenti tout à fait subjectif, mais sommes-nous encore dans des échelles de temps compatibles avec une date censée être pas très antérieure au début de la Grande Marche ? De mon point de vue, si on se place à l'échelle de cet intervalle de 55 ans valiens, pas vraiment.
Mais qui sait ce que Tolkien avait en tête en évoquant cette estimation? Par ailleurs, il est étonnant qu'aucune mention de la bataille des dieux ne soit faite dans cet intervalle de temps, alors même que les libertés et les contraintes de Melkor sont des éléments cruciaux pour lui permettre d'aller corrompre les hommes. À moins que Tolkien estime que le conflit puis le siège d'Utumno n'entravent pas Melkor tant que cela dans ses projets, ce qui pourrait avancer l'éveil des hommes de 9 ans Valyens, ou qu'il envisage de déplacer la bataille après la séparation des elfes. Mais d'un autre côté, comme vous l'avez sans doute perçu précédemment, inviter les elfes alors que Melkor est encore en Terre du Milieu et déclencher cette guerre alors que les elfes sont en route et vont passer inexplicablement près du lieu du combat, cela peut paraître encore plus aberrant. Je n'ai pas trouvé trace d'une résolution claire et arrêtée de ces problématiques, donc si vous avez des pistes ou même des hypothèses, n'hésitez pas à commenter. Mais reprenons le cours des réflexions de nos érudits au sujet de l'éveil des hommes, car d'un autre côté, il est clair que peu après son retour, après la mort des arbres, Morgoth avait sous son commandement un grand nombre de ces créatures avec lesquelles il ne tarda pas à attaquer les elfes. Il y avait encore moins de temps entre son retour et ses premiers assauts pour la production d'orques et pour le transfert de leurs troupes à l'ouest. Selon les érudits donc, si le temps entre l'éveil des hommes et le départ de la Grande Marche est insuffisant pour corrompre les seconds-nés au point d'en faire des orques, ils admettent que le temps entre le retour de Morgoth en Terre du Milieu et la première bataille du Beleriand est encore plus court pour cela. Mais peut-on en déduire quelque chose de la durée espaçant l'éveil des hommes et le départ pour la Grande Marche? Difficilement. Car compte tenu des possibles différences de correspondance entre un an valien et une durée solaire de la fin des années 50, ainsi que le fait qu'à la mort des arbres, dans cette nouvelle configuration, le soleil est déjà présent et les hommes éveillés, et que donc on peut se demander à partir de quand l'année solaire devient la référence chronologique historique, il me semble audacieux d'utiliser les 2 ans indiqués dans les annales concernant cet intervalle pour en déduire quoi que ce soit. On retrouve de possibles traces d'un éveil des hommes antérieur à la captivité de Melkor 10 ans plus tard, lorsque Tolkien rédige l'essai des nains et des hommes, puisque parlant de ces derniers à l'époque de l'enchaînement de Melkor, il indique que les hommes ne savaient pas que Morgoth lui-même avait quitté la Terre du Milieu. Cette nouvelle vision des choses permet également aux humains d'être véritablement les seconds enfants d'Éolus, comme le suggère un écrit très tardif où il est dit que Túrin Ier, le plus ancien des pères, s'éveilla loin en remontant le premier âge, il est supposé peu après l'éveil des hommes. Or, aux dernières nouvelles, les nains sont en lien avec les Sindar du Beleriand avant le retour de Morgoth en Terre du Milieu, ce qui impliquerait de nouveau un éveil des hommes encore antérieur de manière quasi explicite, et cela moins de 2 ans avant la mort de Tolkien. L'idée d'éveiller les hommes bien avant le retour de Melkor en Terre du Milieu semble donc être restée vivace dans les écrits de Tolkien depuis qu'elle a été émise. Et si les textes relatant un soleil présent dès le début de l'histoire du monde datent principalement de la toute fin des années 50, après cette date, on ne trouve pas trace d'un retour aux conceptions premières. Un auteur américain avec qui Tolkien échangeait confia que dans le milieu des années 60, Tolkien se tracassait encore à propos des éléments de sa cosmologie terre plate, en particulier la création de la Lune et du Soleil par Elbereth. Tolkien me dit plus d'une fois qu'il n'était pas content avec ce détail, puisque peut-être inacceptable pour des gens modernes. Je n'étais pas d'accord. Et moi donc. Mais ce que semble dire ce trouble, c'est aussi que Tolkien ne paraissait pas satisfait de ces nouvelles conceptions. S'il trouvait ces dernières satisfaisantes, pourquoi continuer à se soucier d'une version antérieure? Reste un argument imparable, mais particulièrement faible, car utilisable dès que quelque chose ne nous convient pas et que je rechigne donc à brandir. Peut-être que Christopher Tolkien s'est trompé en datant les textes et que celui détaillant la nouvelle conception du Soleil et de la Lune est finalement plus tardif que cette phase de tracasserie dont Kilby a été témoin. Mais toujours est-il que, en dépit des problématiques non résolues de par leur persistance à l'esprit de Tolkien sur la fin de sa vie, pour toute inaboutie qu'aient pu être ces alternatives, la moindre des choses ne serait-elle pas de les considérer, malgré ce qu'en dit le Silmarillion? Si vous pensez que cette vidéo vaut bien un applaudissement, Namarie! Aikenavo!